Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'édition de Entretien de ce jeudi soir. Notre invité est un intellectuel qui ne laisse évidemment personne indifférent. Écrivain, essayiste, observateur des sociétés africaines et des relations entre l'Afrique et l'Occident. Gaston Kelman, puisqu'il s'agit de lui, s'est imposé au fil des années par des analystes souvent iconoclastes et un refus des idées reçues. Dans un contexte où le Cameroun est traversé par des débats passionnés sur la mémoire, l'identité, le tribalisme, la place des intellectuels et la qualité du débat public, son regard est particulièrement attendu. Avec lui, nous parlerons donc d'histoire, de culture, de politique, d'identité nationale et des grandes controverses qui animent aujourd'hui le Cameroun. Gaston Kelman nous fait toujours l'amitié d'être dans ce plateau, dans ce studio, sur ce plateau, évidemment pour partager sa sagesse, son intelligence et son expertise avec nous. Merci infiniment, Gaston. Ben, c'est moi qui vous remercie. On ne se couche que du côté où on se sent bien. Ben, j'imagine. Ça me fait penser pourquoi est-ce que je pense à ce proverbe, parce que nous avons notre association ambassade de la diaspora d'Abikogo, et c'est l'un des proverbes l'un des proverbes attitrés de notre king, de notre chef. Et il dit toujours, si un côté du corps te fait mal, ne te couche pas de ce côté, change de côté. Donc, puisque je me suis couché sur le côté qui me fait bien, je reviens toujours. Quoi. Nous le prenons comme un compliment. Merci infiniment. Vraiment, on y va tout de go. Hein. Vérité, oui. Alors, vous vivez entre l'Europe et le Cameroun, un peu plus ici qu'ailleurs, mais il est clair que vous connaissez bien tous ces environnements-là. Au moins, vous rentrez. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le Cameroun de 2026 ? Un peu attristé quand même. Hein. Ah bon? Il faut le dire. Je ne sais pas sur quel aspect je devrais être satisfait de ce qui se passe. C'est peut-être le pays africain qui a le plus de potentiel en tout genre. Le sursol, le sous-sol. Je pense que les Camerounais sont les plus, vraiment sans prétention, les plus intelligents, les plus capés du continent. Il n'y a pas une discipline où on n'en trouve pas un. Sur le miroir français, qui est un peu la métropole africaine aujourd'hui, la métropole au moins francophone, africaine francophone, tous les champs de compétences sont dominés par les Camerounais, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient musicaux, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient de quelque type que ce soit. Et vous y trouvez un contraste. Et c'est pareil au Cameroun. Je veux dire que les génies au Cameroun, mais on en trouve à chaque bout de route. Le Cameroun, par exemple, un phénomène assez inattendu, ce sont des analphabètes, puisque le mot est à l'ordre du jour, qui ont par exemple fabriqué l'économie du Cameroun, l'économie locale du Cameroun, qui fait que le Cameroun est l'un des rares pays africains dont cette économie-là n'est pas dominée par les étrangers. Il y a des pays où même les guérites de vendeurs de bonbons sont tenus par des étrangers. Au Cameroun, l'industrie est très fortement tenue par des gens qui avaient une foi d'enfer. Aujourd'hui, on dit Himley, qui avaient un Himley d'enfer et qui ont fait des choses énormes. Donc, voilà donc comment le Cameroun se présente. Alors, si vous devriez donc résumer l'état du Cameroun, notre pays, en 3 mots, lesquels choisirez-vous et pourquoi? Peut mieux faire. Pourquoi? Parce que nous sommes en dessous de nos compétences. Je n'aime pas souvent parler de politique, parce que tout simplement, mais je ne sais pas où nous en sommes aujourd'hui. Et ça, c'est très gênant de ne pas voir des évolutions, puisque la politique, c'est le nerf du pays, de ne pas voir des évolutions qui permettent de penser qu'il y a un boulot qui se fait. Disons les choses telles qu'elles sont. Je suis vraiment surpris de voir que bientôt 1 an après les élections, on n'est pas encore un gouvernement, qu'après le décret sur la vice-présidence, par exemple. La vice-présidence, que je trouve tout à fait une réforme constitutionnelle. Voilà, qu'on n'en ait pas un. Voilà des gens qui devraient se mettre au travail et qui, malheureusement, ne sont pas au travail. Je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui. Et vraiment, pour quelqu'un qui adore ce pays et qui fait tout pour qu'il marche, je ne m'imagine même pas en train de dire du mal de mon pays, surtout à l'étranger, encore même pas ici, mais surtout à l'étranger. Donc c'est gênant de ne pas pouvoir brandir des choses dont on est fier. Voilà. Je l'ai dit, dès l'entame, vous êtes un observateur, évidemment, de tout ce qui se fait au Cameroun. Dans le débat public, on l'observe, le tribalisme prend une place, alors je veux dire, quasi importante.
à travers les réseaux sociaux, les médias sociaux numériques, les médias classiques, tout cela est pratiquement visible. Vous partagez le même constat? Je partage évidemment le même constat superficiel. Okay. Parce qu'en fait, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Okay. Il y a quelques esprits malsains. Et ça, cela se voit toujours quand il y a des crises, des esprits malsains, des intellectuels malsains, en manque d'inspiration, des hommes politiques malsains, en manque d'inspiration, qui, une fois qu'ils ont buté, devant leur incapacité à fournir des alternatives, retournent vers les leurs et disent « on ne nous aime pas parce que c'est nous qui sommes au pouvoir, par exemple, ou bien on ne nous aime pas parce que c'est nous qui allons conquérir le pouvoir ». C'est tout. Vous avez déjà vu une bagarre dans la rue, un Bassa contre un Béti contre un Douala. On n'en a jamais vu au Cameroun. Aujourd'hui, par exemple, les enfants, il y a pas, je crois qu'il n'y a pas un enfant qui, 2 générations derrière, n'a pas 2 ou 3 grands-parents, enfin, n'a pas 2 grands-parents du côté du père et du côté de la mère qui ne soient pas de la même origine que lui. On ne se pose pas ce genre de questions. Vous imaginez, par exemple, à l'époque, un Hutu épousant un Tutsi? En Afrique du Sud, un blanc épousant un noir, dans le vrai tribalisme et dans le vrai racisme, la frontière, c'est la conjugalité. Okay. On épouse dans son camp parce qu'on est pareil. Vous n'êtes pas comme nous. Au Cameroun aujourd'hui, nous sommes tous pareils. Et nos enfants, qu'on a acculés à ne parler que la langue des Blancs, n'en voulant pas vraiment et voulant former une réelle identité, ont créé le camp franglais. Parce qu'il n'y a pas de nation sans langue, je ne le répéterai jamais assez. La nation, c'est la terre et la langue. Nous avons une terre bien définie et nous n'avons pas de langue. Alors les gamins, un gamin ne s'imagine pas inconsciemment parlant dans le métro parisien avec son frère camerounais et parlant français. Alors que peut-être ils veulent faire du Congo ça sur le voisin. Celui qui ne comprend pas. Oui, il est obligé de la boucler, ou bien il est obligé enfin, il ne peut pas parler français, il ne peut pas dire, tu vois, le mec là, qu'est-ce qu'il est moche. Il ne peut pas. Mais quand il dit, par exemple, gars, ce Boutman ou bien ce Warman là, bon voilà, là, il peut. Donc pour vous, cette montée du repli identitaire, essentiellement investi, instigné, encouragé par des acteurs politiques. Mais il n'y a que les hommes politiques et il n'y a que les intellectuels. Enfin, les intellectuels, bon, je ne sais même pas si c'est des intellectuels, et qui avivent ce truc-là, qui sortent un peu ce torchon rouge, vraiment qui n'existe pas. Mais je vous dis, la conjugalité est là. Dans la rue, les gamins, je demande à un gamin, tu es d'où? Il me dit, je suis de l'Ouest. Je lui dis, où à l'Ouest? Il me dit, tonton, tu sais que l'Ouest c'est grand. Hein. Voilà. Il s'est dit, pour lui, l'essentiel, ce n'est pas de dire que je suis de Bangangte ou bien de je ne sais pas quel autre petit village à Bangangte, non. On lui a dit qu'il est à l'Est. Et qu'il est de l'Ouest, et puis ça lui suffit largement. Et puis, ils évoluent comme ça. Et quand vous les voyez, par exemple, montrer leur lieu d'origine sur Internet, ça c'est très intéressant. Vous voyez Kamga qui vous dit qu'il est de Douala, Atangana qui vous dit qu'il est je sais pas, de Babfia ou ceci, cela. Parce que pour eux, c'est le lieu d'existence réelle qui a leur espace. C'est le lieu de vie qui a leur espace d'origine. Alors que moi, je suis toujours convaincu que c'est Babimbi où je ne mets même pas les pieds, soit dit en passant, qui est mon espace. On me demande au qui je dis je suis ambassadeur de Babimbi, de ceci, de cela. Et nous posons toujours cette question qui ne se pose même pas. Des jeunes qui se rencontrent se demandent pas tu es d'où. Mais moi, je ne peux pas passer 2 minutes avec quelqu'un, ça va me démanger à tel point que je vais lui demander d'où il est. Voilà, j'ai voyagé l'autre jour avec une petite, une jeune femme, une jeune fille bamiliquée, et qui, effectivement, évidemment, il fallait que je lui demande. Et je lui demande, et puis, bon, Dieu merci, aujourd'hui, ce n'est plus comme dans notre époque où, franchement, par l'accent, même par le physique, on reconnaissait le Bassa, le Douala, le Bamileke, le Béti, on reconnaissait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus. N'empêche qu'on observe quand même sur les médias sociaux numériques une forme d'accélération. Je veux dire, ces supports sont comme des accélérateurs, tout au moins en termes d'échange. Tout à fait. En termes de manifestation, en termes de révélation. Comment vous justifiez cela? Je continue à dire que c'est des fièvres saisonnières. Okay. C'est plus facile d'être derrière un ordinateur. Voilà, déjà, il y a le fait que l'anonymat fait que... Vous verrez que beaucoup de ceux qui font comme ça ont des pseudonymes.
premièrement. Deuxièmement, je veux dire que c'est vraiment une fièvre saisonnière où on croit participer à quelque chose en se comportant comme ça. Parce qu'un homme politique ou bien un intellectuel a dit quelque chose qui allant dans ce sens-là. Mais dès qu'on est sorti, je vous assure que le premier bar où on rentre, on ne se demande pas si ce bar-là est d'une origine bien particulière. Alors que dans les espaces de tribalisme ou de racisme, la différence va jusque dans la rue. Je veux dire, la ségrégation va surtout dans la rue. Et chez nous, ça n'existe pas. Dès que le gamin est sorti, il ne se pose plus ce genre de questions. Après, quand on va le chauffer à blanc, on va lui dire, voilà, il faut aller là, il pourra y aller. Mais je suis convaincu qu'il suffit de très peu. Ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose de très, très temporaire, quoi. C'est pas, je cherche les termes qui m'échappent là. C'est pas éphémère. C'est éphémère, ça, c'est éphémère, tout à fait. Alors, c'est pas structurel. C'est conjoncturel, voilà. Voilà justement la différence que je cherchais. N'empêche que le Cameroun essaie toujours de construire une forme d'identité nationale. Vous parliez par exemple du choix d'une langue, d'une identité, d'une conscience nationale, qui c'est peut-être même depuis les pères fondateurs de l'État avec cette volonté d'intégration nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire davantage aujourd'hui pour y parvenir? Eh bien, une seule chose, que l'intellectuel fasse son boulot. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils nous apprennent qu'il n'y a pas de nation sans langue, ce que je chante exactement depuis 2009. Je ne sais pas là que j'ai commencé, mais c'est là que j'ai assisté pour la première fois à un colloque où on parlait, à un symposium d'ailleurs, où on parlait de le problème linguistique camerounais. C'était le thème du colloque organisé par le Cercle de Tola. J'étais le seul à l'époque à soutenir qu'il n'y a pas de nation sans langue. J'ai commencé sur les Grecs et sur les Romains. J'ai parlé de Horace, l'intellectuel romain, qui disait la Grèce conquise son farouche vainqueur et emporta les arts dans le sauvage Latium, qui disait aux Latins, si vous avez battu une nation, même à la guerre par les armes, et que vous rentrez dans sa culture et sa langue, eh bien c'est lui qui vous a vaincu, parce que c'est vous qui allez disparaître comme nation. Et Rome, qui était plus fort qu'Athènes, Rome a battu Athènes, mais se sont mis à faire les oulé des Grecs. Et c'est là que les intellectuels latins ont dit, attendez, oh là là, les gars, on est en train de se perdre là, au 1er siècle avant Jésus-Christ. J'ai ramené tout cela jusqu'à François Ier, le jour où il a sorti le décret de Villers-Cotterêts, pour les ordonnances de Villers-Cotterêts, pour dire qu'aujourd'hui, le français est la langue du royaume, la langue de l'administration du royaume. On ne parle plus latin, on n'écrit plus en latin. Je leur ai donné les exemples plus récents. Et par exemple, de l'Inde avec Gandhi ou Mniobe qui disait que le fulful doit devenir notre langue. Eh bien non, c'est de cette assemblée-là qui sont sorties les 40 langues nationales dont on dit qu'on les enseigne à l'école aujourd'hui et qu'aucun enfant n'a jamais rien appris. On lui dit, va à la maison, demande à ta grand-mère comment est-ce qu'on dit l'eau. Il revient, il dit, ma grand-mère a dit Madiba ou bien Malib selon qu'il est cela. Et s'il est à Douala, et s'il est ceci, et s'il est cela, bon. Donc, l'intellectuel, vraiment, voilà le boulot. C'est-à-dire qu'une nation a 2 mamelles, ou 2 trépieds, enfin, ou 2 béquilles. C'est la connaissance et l'action. Aussi longtemps que l'intellectuel ne forme pas ses élites politiques, elles seront toujours en marge de la réalité. Je vous dis, un symposium, c'est Biya qui avait financé le symposium, le problème linguistique au Cameroun. Et la personne que je ne nommerai pas parce que je suis gentil, qui devait manageait le symposium, il nous commence par un discours. Le président Biya a dit que les langues locales, ceci, cela. Biya nous dit, dites-moi ce que je dois faire. Il commence en nous disant, Biya qui n'est pas linguiste, qui n'est pas sociologue, qui n'est pas anthropologue, Biya a dit que il faut faire valoriser les langues nationales. Mais on va dire à Biya qu'on ne valorise pas les langues nationales, les langues locales. D'abord, il n'y a pas des langues nationales. Il y a 1 ou 2 langues nationales. On ne va pas avoir 40 langues nationales. Et voilà un challenge des intellectuels, comme Rabelais, Dubelais, Ronsard à leur époque, qui ont conseillé celui qu'on appelait après le bon roi, le roi François Ier, pour lui dire qu'écoute, roi, il n'y a pas de nation sans langue. Bien sûr. Et ils se sont mis. Voilà le boulot de l'intellectuel. Et on a l'impression que l'intellectuel camerounais ne le sait pas. Il n'y a pas de nation sans langue. Aussi longtemps que vous parlez la langue d'un autre, vous voyez l'univers avec ses yeux.
Vous ne voyez pas l'univers avec votre propre environnement. Absolument. Il y a des mots dont on n'a pas besoin parce qu'on ne les a pas dans notre environnement. Et chaque fois qu'un concept n'est pas dans un environnement, c'est que l'environnement le rejette. Et nous construisons nos identités avec la langue française. Et s'il fallait y parvenir, que faudrait-il faire? Il faut légiférer, il faut des colloques davantage. Il faut davantage de colloques. C'est pourquoi j'interpelle l'intellectuel. L'intellectuel doit rentrer dans ce débat, créer déjà, parce qu'il n'existe plus. Depuis 2009, on n'en a plus jamais parlé. On a sorti les 40 langues, voilà. Et il paraît que c'est 38. Et l'intellectuel doit faire son boulot. Moi, je ne peux pas passer un débat sans parler. Vous êtes bien informé pour le savoir. Chaque fois que je viens de vous, je reviens toujours sur ce thème-là. Il nous faut une langue. Il n'y a pas de nation sans langue. Nos enfants pleurent de ne pas en avoir une. C'est pour cela qu'ils ont créé le franglais. Nyobe nous avait dit le fulfulde, c'est la bonne langue pour nous. Voilà. Je rappelle ça, il n'y a plus rien à faire, il y a tout simplement à choisir. Mon prochain combat, aujourd'hui je suis en train d'écrire un livre collectif, mon prochain combat ce sera déjà que l'hymne national au moins soit en une langue locale. Comment pouvez-vous chanter votre hymne national dans une langue étrangère? Le symbole le plus puissant de chez vous, vous le chantez en une langue étrangère. N'empêche que bien un certain nombre de langues locales ont quand même adopté, ou du moins, l'hymne se chante de plus en plus. Oui, non, nous les Bassa, on a l'hymne national depuis Nyobe, à Cameroun, le Guinée, le Bassogol, Bendera, Kwangou, Betikede. On continue même à dire que nous étions dans la barbarie. Mais c'est pas ça, vous n'avez pas changé. Non. Et vous ne voulez pas changer. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que nous sommes toujours dans la barbarie. Je sais. Voilà. Et là, on est encore dans l'obscurité, comme on le chante. D'accord. Mais il faut dire que oui, c'est vrai. Et parfois, on le chante dans certaines rencontres, cela. Mais il faut que les enfants, c'est là que ça se joue, à l'école, chantent un hymne. Non, ce n'est pas chaque groupe qui va chanter son hymne. Il faut qu'on sache que tôt ou tard, comme toutes les nations du monde, comme les Français, comme les Italiens, comme les Espagnols, comme les Anglais, que comme toutes les nations du monde, on parte de 100 langues pour en choisir une. Ce n'est pas facile, mais on passe par là. Alors, cela dit, puisqu'on parle de l'intellectuel, on va davantage en parler, mais je voudrais vous prendre par une image, la récente polémique, ou du moins la polémique actuelle, entre le professeur Mathias Eric Onanguini et Samuel Eto'o-Fils, qui suscite, alors mais là, une vive réaction sur les réseaux sociaux, dans les débats. D'abord, sur cette polémique, après on va parler des intellectuels, quel regard portez-vous? La tristesse la plus absolue. D'accord. Parce que M. Eric Onanguini, il a beaucoup d'autres chants. Comment Eric Onanguini peut rentrer dans une polémique et dire qu'il ira jusqu'au bout contre Eto'o? Il n'y a rien qui justifie. Ça part de quoi? J'aimerais bien savoir où ça a commencé. Chacun vous donne son truc d'où ça a commencé. Qu'est-ce que Onanguini allait à foutre dans l'Africa Foot, le football, et de dire que Eto'o est un cancer? C'est avec Eto'o comme capitaine que l'équipe nationale ne gagne plus rien. J'ai vraiment envie de parler de cette affaire-là un peu. Il traite Eto'o de cancer. Justement, au départ, j'ai dit que ce pays-ci avait des gens très intelligents. Certains ont poursuivi dans le domaine scolaire. Ils sont arrivés à des niveaux vraiment très hauts, que ce soit ici ou là. On a des analphabètes parfaits qui, dans ce pays, méritent 1 milliard de médailles. Nuche Gwin, dont j'ai écrit la biographie, quand j'ai regardé ce type-là, je crois que je n'ai jamais vu un type aussi beau de ma vie. Le type était d'une hauteur. En termes d'intelligence, évidemment. Pardon? En termes d'intelligence, de créativité. Mais de tout. Physiquement, je le trouvais beau parce qu'il avait une telle hauteur. Il a fait une année scolaire, puisque j'ai participé à la biographie. Il a fait une année scolaire et il est parti, il m'a expliqué comment il a commencé, comment est-ce que tout là s'est passé. Ce type-là a créé un empire. Il a mis le Cameroun en haut. Les photos et tout ce monde-là. Voilà des... Et quand j'entends M. Eric Onanguini dire que Eto'o ne peut pas diriger parce qu'il n'a pas de diplôme, je vous assure que si je donne une dissertation en classe de seconde et que je dis, y a-t-il de relation directe entre le diplôme et la capacité managériale, et qu'un gamin me dit oui, il a la sous-moyenne. Il n'y a aucune relation entre les deux. Bérégovoy CAP, l'un des meilleurs économistes de France.
Georges Marchais, qui dirigeait l'un des groupes politiques les plus complexes de France, avait lui aussi un CAP. Tapi, qui est arrivé à faire peur à toute la République française, je ne sais pas quelle dit. Mais comment est-ce que quelqu'un... Mais ça, c'est l'analphabétisme. Le vrai analphabétisme, c'est celui de Éric Owonangini. Mais ce type-là, il est incroyable. Non, je vais vous dire une chose. Parce que c'est lui-même qui a choisi ces termes. Il dit qu'il est une hyène. D'accord. Oui, c'est lui. Mais de là, le traité d'analphabète, vous dites... Mais il est analphabète. L'analphabétisme réel, c'est lui qui l'a. Attendez que je vous dise Eto. Avec une bibliothèque en termes d'ouvrages assez important. Il a écrit quel livre, au fait? Mathias? Oui. Pas un. Non, bien plus qu'un. Pas un. Bien plus qu'un. Il a participé à des livres collectifs. Je ne pense pas que Owonangini ait un livre écrit par lui-même. Mais ce n'est pas cet analphabétisme. C'est l'alphabétisme de la bonne pensée. Penser qu'il faut avoir un diplôme pour diriger, il n'y a pas pire analphabétisme que cela. Le diplôme n'est pas grand-chose à côté de cela. Et il y a donc cette catégorie intellectuelle dont il nous a défini lui-même que ce sont des hyènes. Il dit « je suis une hyène ». Il ne le savait pas, c'est là encore justement un autre alphabétisme. Il dit qu'il est un guinarou. Moi, je me souviens de cette fable qu'on avait Samba tue le guinarou. Il dit, moi, le guinarou flétrissant et tout. Mais d'abord, il parlait comme l'écolier limousin. Je ne sais pas quelle langue il parle d'ailleurs. Le type s'écoute. Il s'écoute. Eto'o est la seule star planétaire africaine, toutes disciplines confondues. Voilà ce que ce garçon est. Avant, il y avait eu Mandela. Et les stars planétaires, elles ont deux origines. Il y a ceux qui sont des objets historiques. De Gaulle a été une star planétaire créée par l'histoire. S'il n'y avait pas eu la guerre mondiale, De Gaulle n'aurait pas été ce qu'il est devenu. Mandela est l'homme de l'apartheid. S'il n'y avait pas eu apartheid, il n'y aurait pas eu Mandela. Eto'o n'a pas de base de ce genre. C'est une espèce de météore qui sort de nulle part, excelle dans le football, et comme un destin surhumain, comme les demi-dieux de l'Olympe, le garçon se retrouve à être l'ami de Poutine, à être l'ami d'Erdogan. Lui-même, il ne maîtrise pas ce que le ciel lui a donné comme capital. Et nous savons très bien, justement, c'est cela que l'intellectuel ou l'universitaire camerounais fait pitié. Je ne sais pas il faut aller à Naples pour savoir que le monde crée ses dieux de l'Olympe, ses demi-dieux de l'Olympe. Allez à Naples. À Naples, il n'y a pas un espace de 30 cm² où il n'y a pas Maradona. Le gars n'était pas l'homme parfait. Mais parce que c'était un demi-dieu, on lui a laissé sa place de demi-dieu. Vraiment, je ne vais pas vous poser les questions. Lui, il a l'habitude de le faire, il arrête les journalistes, il leur pose des questions. Mais est-ce que vous avez... Enfin, je ne connais pas un autre espace dans le monde où les intellectuels se mettent sur des plateaux pour traiter ce genre d'icône de cancer et trouver que le Cameroun ne gagne pas parce qu'ils sont capitaines. Rentrer dans la logique de quelqu'un, d'une espèce de show, de personnage comme Brix, comment est-ce qu'il s'appelait? Marc Brix. Marc Brix. L'ancien entraîneur de Lyon. Eto'o de semi-analphabète. Comme Marc Brix disait justement que parce qu'Eto'o vient des quartiers populaires, qu'il a une certaine... des gens qui le suivent. Eto'o, le pape ne l'a pas appelé parce qu'il est quartier populaire. Mandela, il n'y a pas une personnalité au monde qui n'avait pas envie de voir Eto'o. Quand, par exemple, Macron fait un truc de football et qu'Eto'o est là, il est l'homme le plus heureux du monde. C'est parce qu'il sort d'un quartier populaire. Alors, et puisqu'il a j'étais en train de regarder les publications de Mathias, mais je vous assure qu'il y a... Ah, qu'il a fait un livre personnel? Non, je parle en termes de publication. Ah, oui, évidemment. Apparemment, d'ailleurs, on en fait plus depuis 8 ans. Voilà. Depuis 8 ans, depuis qu'il est rentré dans un autre domaine, depuis 2018, j'ai lu ça quelque part qu'il n'en faisait plus. Mais il dégouline de mièvreries sur les plateaux. Bon, mais n'empêche que de l'autre côté, en même temps, si on fait une forme de bilan, tout au moins de la gestion de la FECAFOOT en ce moment, en 2021, il y a quand même 2 ou 3 choses à redire. J'ai entendu quelqu'un dire, je ne connais vraiment pas le foot, hein, j'ai d'autres chats à fouetter, mais j'ai entendu quelqu'un dire que le Sénégal a passé 10 ans sans rien avoir parce qu'ils restructuraient leur football d'une autre manière. D'accord.
Mais peut-être ce que le Cameroun a. Peut-être devrons-nous aussi comparer avec les mêmes éléments, les mêmes entités en termes de moyens. Est-ce que le Sénégal a les mêmes moyens? Est-ce que le Sénégal a les mêmes talents? Est-ce que le Sénégal a eu? Est-ce que le Sénégal... J'en sais rien. Moi, je vous dis que je ne rentrerai pas dans le débat de football. Je voulais rentrer dans un débat psychanalytique, où vraiment la situation de Ounan Guinée est psychanalytique. Elle est totalement psychotique, névrotique et psychanalytique et tout. Parce qu'on ne peut pas imaginer un universitaire de ce rang qui se répand sur et il dit que moi je suis un loup. Avec le loup, je hurle. Vous vous rendez compte? Il hurle avec les loups. Et ces loups-là, il dit que c'est Eto'o qui les envoie. Prenez tout. Eto'o, c'est l'Africain le plus aimé. Attention. Je n'invente rien de tout ce que je dis là. Et moi, dans ma logique intellectuelle, c'est de rendre hommage aux Camerounais qui font des choses importantes. Je l'ai toujours fait. Je n'ai jamais fait autrement que de faire mon métier d'intellectuel, de valoriser ce qui est bien fait. J'ai écrit un livre sur Ndabi Koko de Bassa, qui après 5 ans ont réussi à faire des choses formidables. J'ai écrit un livre sur Nyobe, je dis cela parce que je pense que c'est des valeurs camerounaises qui méritent quelque chose. Je suis en train d'écrire un livre collectif sur ce que j'appelle les immortels camerounais. Voilà ce qui m'intéresse comme intellectuel. Ce n'est vraiment pas de bavasser des horaires sur les tableaux des plateaux de télévision. Bon, c'est vrai que quand je consulte sur les Africains les plus aimés, il se dit qu'il n'y a pas de classement officiel. Ben, je veux dire que s'il y en a qui font l'unanimité, d'après ce que je... Oui, il y a Sadio Mané, Samuel Eto'o, Alain Foka, Alego Dangote, je n'invente rien. Oui, en fait. Eto'o, c'est la seule star planétaire africaine, toutes disciplines confondues. Il n'y en a pas deux comme ça. Où que vous allez sur la Terre. Il y a des gens qui ont eu des faveurs. Un enfant me disait l'autre jour qu'il avait été hébergé 2 ans au Rwanda, parce qu'il avait dit qu'il était, comme il avait une photo avec Eto'o, comme on peut en avoir un peu, ici ou là, on l'a hébergé 2 ans, parce qu'il était le cousin d'Eto'o. J'arrive à Washington. Peut-être de ceux qui regardent sa gestion tant qu'à faire, qui sait peut-être autant donc s'épanouir dans ce qu'il sait faire le mieux, que d'aller... En quoi est-ce que d'autres disent qu'il gère bien, enfin qu'il est en train de créer une dynamique footballistique qui est bien. Le tout n'est pas de le dire. On est bien d'accord. Le tout n'est pas de le dire. Enfin, il y en a qui disent qu'il fait mal. Le tout n'est pas de le dire non plus. Mais il y en a qui disent que le football, maintenant, les gens retournent au stade. Mais en même temps, les faits sont plus que parlants. Je ne connais pas les faits. Lesquels? Nous ne sommes pas champions d'Afrique depuis, nous ne sommes pas qualifiés à la Coupe du Monde. Quand on regarde les différentes catégories du football, plus ou moins les mêmes problèmes qui reviennent. Quel problème? Et je ne sais pas si un entraîneur, je ne sais pas si... Vous savez très bien que tous ces gens de deuxième main-là pensent retirer leur gloire en frappant sur les hauteurs, comme Eto'o. Je pense que ce garçon-là a eu les pires emmerdements, si vous me permettez le terme, par beaucoup de circuits locaux qui lui prêtent des ambitions qu'il a ou qu'il n'a pas. Je ne sais pas si un autre président de la FECAFOOT a été vraiment aussi emmerdé que lui. J'en sais rien. Dans tous les cas, depuis 2000 ou depuis même 1980, il y a un président de la FECAFOOT qui a fait la prison. Vous ne l'ignorez pas, Vincent Ounana, à l'époque, qui a été débarqué, qui a fait la prison. Ce n'est pas ma tasse d'été. Je vous ai bien dit que... Et à Mohamed, c'était également... je veux dire que c'était pas de tout repos. En plus, on a connu deux normalisations au football. C'est dit que... Je continue à vous dire que vraiment, mon domaine était beaucoup plus de rentrer dans l'approche psychanalytique de Ounan Guinée. Où un intellectuel, un universitaire au moins, se répand sur les plateaux de télévision alors que nous avons un boulot fou pour construire le Cameroun. Et qui traite les gens de cancre parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Qu'aurait-il dû faire? Rien du tout. Simplement. Tout simplement. Observer. Je vous prends à témoin. D'accord. Attendez, je ne sais pas si un écrivain camerounais a été aussi attaqué que moi. Vous m'avez déjà vu entrer dans une polémique. J'ai été traité de tous les noms. Qu'est-ce que je vais me mettre dans des polémiques? Et on lui a fait quoi, au fait? Je veux dire qu'en tant qu'intellectuel, c'est aussi le lieu de tirer la sonnette d'alarme. Non. Franchement, l'intellectuel devait être au-dessus de cette mêlée-là. Honnêtement. Encore, vous donnez votre point de vue dans un article. Vous donnez votre point de vue sur un jour à la télé. Mais vous ne rentrez pas dans un débat à dire j'irai jusqu'au finish. Que l'autre a des kilavistes, qu'il a des meutes, et que moi aussi, ils vont voir, j'irai jusqu'au bout. Quel bout? Alors, au-delà des personnes, est-ce que cette controverse ne révèle-t-elle pas une crise du débat intellectuel au Cameroun? Mais évidemment.
C'est ce que j'essaie de faire comprendre, peut-être avec d'autres mots. Je n'arrête pas de dire que nous avons d'autres choses à faire que d'aller bavasser sur les plateaux de télévision, à dire, par exemple, je vais te gifler, je vais te mouffe, je vais te faire ceci, et à s'engueuler à longueur de journée avec des rodomontades, avec des citations à l'emporte-pièce, avec des tirades imbéciles, et tout cela. Il y a une très grosse crise intellectuelle au Cameroun. Le débat intellectuel aura des pâquerettes. S'il y en a un, je ne me souviens pas. Bon, évidemment, je ne vis pas au Cameroun. Peut-être qu'il y a des colloques puissants. J'ai assisté à des colloques. Le dernier colloque auquel j'ai assisté au Cameroun, c'était justement sur la nouvelle pensée africaine. On en a parlé sur ce plateau. C'était tout simplement Maous. C'est ça, maintenant, le problème africain. Nous sommes accrochés à la pensée occidentale. C'est Descartes et tous les autres qui sont... La pensée est spatio-temporelle. Il y a une pensée Bassa, il y a une pensée Douala, il y a une pensée camerounaise qui va se créer. Il y aura une pensée africaine. Et il y a un intellectuel qui me disait un jour, mais Gaston, tu sais bien que la pensée de Victor Hugo est universelle. Voilà où est-ce que nous en sommes au Cameroun. Pensez que la pensée de Victor Hugo du 19e siècle en France est universelle. Je lui ai donné tout juste un exemple. Pour Victor Hugo, les Noirs étaient inférieurs. C'est universel, ça? La pensée, celle de Victor Hugo, était une pensée ancrée sur le 19e siècle, où effectivement il y avait l'esclavage, la colonisation, il fallait tout faire pour fragiliser le peuple africain. Et donc il répondait à cette pensée de cette époque. Aujourd'hui, même ceux qui pensent, je le pense en cachette parfois. Ou bien quand ils gueulent, on les traite des gens d'extrême droite, mais à l'époque, il n'y a pas un seul philosophe occidental. Pensez-vous que les personnalités publiques, lorsqu'elles jouissent d'une forte popularité, ne devraient pas non plus faire l'objet de critiques? Je vous ai donné le cas. Mais comment pouvez-vous imaginer qu'une personnalité aussi exposée ne fasse pas l'objet de critiques? Sauf que certains pays choisissent à dire nous ne le critiquons pas, nous ne le critiquons pas par rapport à ce qu'il nous a apporté. Maradona n'a jamais été vraiment critiqué comme ça. On est bien d'accord. Zidane, Platini n'ont jamais été aussi critiqués que ça. Nous sommes bien d'accord. Chez nous ici, nous avons justement cette jalousie. Cette jalousie. C'est elle qui est presque structurelle du peuple camerounais. Nous ne voulons pas le progrès. Nous ne voulons pas. Nous avons l'impression que le progrès de l'autre nous cause de l'homme. Et ça, c'est tellement diffus dans la société camerounaise. Je vais vous donner un exemple qui vient à l'esprit. Les seules personnalités honorées dans ce pays sont les colons. Celles qui ne le méritaient pas, celles qui nous ont fait le plus de mal. La plus belle avenue du Cameroun, elle s'appelle l'avenue Charles de Gaulle. L'homme qui a fait le plus de mal à l'Afrique. Le lycée s'appelle l'Éclair. Il y en a il y a des lycées l'Éclair. Il y a tout cela. Il y a des hôpitaux. C'est vrai que même si de plus en plus certaines rues et d'autres monuments... Vous les connaissez, vous? Vous les connaissez? Je ne les connais pas. Je vois parfois ici ou là. Mais ça, la rue n'est pas très visible. Les éléments visibles. Pourquoi nos aéroports s'appellent Douala? Pourquoi nos stades s'appellent Olembe? Depuis l'indépendance, quelle est la personnalité qu'on a vraiment honorée de manière visible? Bapelépé, peut-être. Aïdjo, stade Aïdjo. Vous croyez qu'il s'appelle encore Aïdjo? Je n'en sais rien. Je ne sais même pas si ce stade s'appelle encore. C'est peut-être par habitude. Ou comme on dit Avenue Germaine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une plaque dessus Avenue Germaine. Il y a des choses comme ça. Alors que nos voisins, le Sénégal, l'Omnisport, pardon, l'université s'appelle Cheikh Anta Diop. Et l'aéroport s'appelle Blaise Ndiaye. Voilà des gens qui mettent... Mais nous, même les régions sont des points cardinaux. Le nord, le sud, l'est, l'ouest et tout cela. Nous avons cette fragilité fondamentale qui fait que nous ne voulons pas rendre hommage aux nôtres. C'est pour cela que l'homme le plus aimé d'Afrique, qui est Eto'o, est l'homme le plus vilipendé au Cameroun par une certaine catégorie. Hein. Soyons d'accord là-dessus. Parce que personne d'autre ne peut soulever la poule au Cameroun comme Eto'o. On est bien d'accord là-dessus aussi. Si Eto'o se met sur la place du marché, le marché s'arrête. Voilà le peuple qui reconnaît son Dieu, son demi-dieu. Et ceux qui pensent qu'il leur fait de l'ombre parce qu'il a été très loin, chacun trouve en quoi il accuse. L'autre lui dit qu'il est analphabète, mais c'est la chose la plus triste du monde. Il est semi-analphabète, tout ceci, cela. Et puis un autre, parce qu'il a la quarantaine, comme lui, dit que non, ce type-là, il est ceci. On lui sort des choses comme ça. Mais les dieux de l'Olympe ont toujours été facétieux.
Et les demi-dieux de la terre sont facétieux. Maradona, tous ces grands hommes, même les hommes politiques, regardez maintenant où on essaye de poursuivre les gens sur les viols, tout ceci, cela, tous ces gens-là sont impliqués. Parce qu'ils ne se sentaient plus. Ils ne se sentaient plus. Ils étaient les rois du monde, ils avaient tous les droits. Mais en même temps, ne doit-on pas critiquer une icône, une forte tête, comme Samuel Eto'o par exemple, sans forcément être soupçonné de rien passer? Je veux dire qu'à l'origine... Non, mais c'est-à-dire qu'on parle d'un contexte. Notre contexte est plein d'arrière-pensées. À partir de ce moment, la critique ne peut plus être sans arrière-pensée. Je suis désolé. La critique ne peut plus être sans arrière-pensée parce que c'est le modèle camerounais. Il n'y a personne au Cameroun qu'on critique sans arrière-pensée, globalement. Un pays quand même qui dit que nous, c'est le diable qu'on veut en politique, un pays qui dit que... Il y a quelque chose de malsain dans ce pays. Et vraiment, je ne sais pas si c'est la psychanalyse ou qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou un exorcisme collectif. Mais tout cela passe par le travail de l'intellectuel qui doit commencer à enseigner aux gens, sortons de ce modèle. Mais vraiment, ce qu'on voit aujourd'hui, Dieu merci, je pense que c'est vraiment encore aussi l'un des espaces assez sauvegardés de cette mouvance-là. Et c'est gênant. Il y a des espaces où, parce que le type a apporté, on le critique pratiquement plus. Je vous dis que Maradona, vous ne pouvez pas le critiquer à Naples. À quoi, qu'est-ce que je gagne à critiquer pour critiquer? Et surtout avec une terminologie ordurière. Parce que ce monsieur-là, Onan Guinée, franchement, parle comme l'écolier limousin. C'est un texte que j'ai appris, je crois, en classe 4e ou quelque chose comme ça. D'abord, quelqu'un ne comprend rien à ce qu'il dit. Et puis ensuite, il met des minalmi dans son discours. Il se popularise au-delà de ce qu'on aurait pu lui demander. Il pouvait effectivement faire un texte sur la FECAFOOT ou sur ce qui lui plaît. On a l'impression qu'il s'occupe que des choses qui ne sont pas de son centre d'intérêt. Entre l'argumentation et la personnalisation du débat, qu'est-ce qui domine chez vous à l'observation du débat public? Pardon, je n'ai pas bien. Entre l'argumentation dans le débat public et la personnalisation du débat, pour vous, quel est l'accent qui domine le plus? Je pense que c'est l'argumentation. Par contre, ici, c'est la personnalisation. Okay. C'est moi, je, moi, je, moi, je. C'est un peu comme ça nos débats. Et j'ai toujours dit à mes jeunes avec qui je débat, je leur dis, s'il vous plaît, pour moi, le débat, c'est le brainstorming. Il y a même des cercles sur cette terre que je connais, dont j'ai entendu parler, où on ne reprend pas l'autre. Chaque parole a eu quelque chose à prendre, ne fût-ce que par le fait qu'il faut le rejeter. Quand vous faites le brainstorming, ce que vous dites, je vais essayer de l'améliorer, ou alors d'ajouter quelque chose, mais vous m'apportez quelque chose. J'ai toujours pensé que le débat doit être comme ça. Vous posez, je pose. Ce ne sont pas cette espèce de pugilat que nous voyons aussi où le type, il faut à tout prix qu'il existe parce qu'il est passé à la télé. Il existe parce qu'il est passé à la télé. Voilà, c'est ça vraiment qui est regrettable. Alors, et malheureusement, beaucoup d'animateurs n'attendent que ça. Je me souviens une fois en France, il y a quelqu'un qui a perdu son poste à la télé, c'était un animateur, et Le Pen devait débattre avec Tapie. Il a mis des gants de boxe, on l'a viré. On lui a dit, c'est pas les pugilats ici. Le Pen a mis des gants de boxe? Non, non, pas l'animateur. Il a posé des gants de boxe sur le plateau. On l'a viré. On peut dire que le plus fort prendra les gants. Voilà, c'est-à-dire que ça va être un pugilat là aujourd'hui, on va voir si c'est un pugilat. Et non, c'est pas ça. Alors, cette affaire révèle-t-elle une difficulté des Camerounais à accepter la contradiction et le débat d'idées? Mais il n'y a pas d'idée. Le problème, c'est que traiter quelqu'un de cancer, le traiter d'analphabète, le traiter de... Vraiment, où est le débat, où est l'idée là-dedans? Où sont les idées? Il n'y a pas d'idée là. Je vous ai dit, j'ai assisté à des débats d'idées. Et j'en ai été très fier, que ce soit à l'université ou que ce soit dans certaines... Mais vous ne prenez que des exemples des cercles fermés, l'université, des colloques, des séminaires... Oui, mais sauf que malheureusement, jusque-là, c'est là qu'il y a vraiment les vrais débats. La télé, il y a peut-être 10, 20 ans, peut-être plus de 20 ans que 10 d'ailleurs, remplissait encore beaucoup ce rôle-là. Vraiment, j'ai été sur des plateaux ici, puisque c'est ma maison, entre guillemets, j'étais sur des plateaux où vraiment, il en sortait quelque chose. On n'était pas d'accord, mais quand on sortait, il y avait quelque chose. J'ai rencontré même des gens comme Com, Hervé, des personnages comme ça, et c'était, ils avaient leur style, j'avais le mien. Mais on sentait que
chacun veut dire quelque chose par rapport à la construction de notre pays. On assistait par exemple sur d'autres chaînes d'ailleurs, où on vous donne la parole, et puis vous avez des journalistes qui sont vos comme des contradicteurs. Voilà, et ça a du sens. Mais vous voyez quand même qu'on en a par exemple aujourd'hui, comme M. Onankini, il squatte certaines télévisions là où il est seul, et où « Attendez, attendez !» Il n'arrête pas de crier « Attendez, attendez !» Où est le débat là-dedans? Honnêtement, où est le débat là-dedans? Le ridicule est consommé. Et maintenant, il y a tout un tas de petits gorets qui lui tombent dessus. Quand je lis tout ce qu'on dit sur lui, et que lui, il a juré qu'il allait jusqu'au bout, puisqu'il a un loup, et qu'avec les loups, il ne faut pas faire je ne sais pas moi quel est le mot qu'il a utilisé, mais en tout cas qu'il n'y a pas de la dialectique avec les loups, qu'il faut devenir loup soi-même. Et lui, il nous a appris qu'il est une hyène, hein? N'oublions pas ça. Il ne dira pas que c'est une insulte. Alors vous parlez du passé avec un peu de remords. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive à ce stade? Parce que l'intellectuel s'est reposé sur ses lauriers, parce qu'il a couru vers d'autres domaines qui ne sont pas les siens. Apparemment, on dit pas, oui, voilà, on dit aujourd'hui que, on disait depuis 10 ans, on a commencé à dire depuis une dizaine d'années, que que l'agrégation, c'est le concours pour devenir ministre. Que chaque personne qui a une agrégation attend tous les jours d'être appelé au ministère. Et voilà. Parce que les gens n'ont plus été dans le débat intellectuel, les gens ont été dans une quête de strapontin. Et on leur a fait miroiter des choses, et puis et ils sont partis. Et aujourd'hui, beaucoup d'universitaires qui débattent ne débattent que sur la politique. Quand on est sur les plateaux aujourd'hui, la politique, je pense qu'elle occupe 90%. C'est plus s'il y a une émission littéraire dans ce pays, je ne sais pas. Mais il n'y en a certainement pas beaucoup. Et tout cela, c'est parti. Et même, je dis, même les simples débats où on s'asseyait et où on échangeait et sur des fondements, on ne le fait plus beaucoup. On s'engueule, on crie, on dit « je vais te gifler », on dit « mouf ». Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un dise mouf sur un plateau de télé? Quel enseignement cette polémique peut-elle nous apporter sur la liberté d'expression, sur la démocratie, sur le débat public au Cameroun? Que chacun doit rester dans sa zone de compétence. Un universitaire ne va pas dans les plateaux pour s'occuper de la FECAFOOT, sincèrement. S'il a, par exemple, un apport sur la FECAFOOT, il écrit un texte et c'est ça que l'histoire va garder. Je ne sais pas si l'histoire va beaucoup garder sur ce bavassage-là. Je ne pense vraiment pas. Il faut quand même que chacun sache sur quel angle on l'attend. Sur quel angle on l'attend. Voilà où est-ce que nous, on nous attend, nous les intellectuels et les universitaires. C'est d'écrire, c'est d'éduquer. Des choses qui, si elles n'ont pas cours aujourd'hui, vont finir par former les gens dans l'avenir. On prend rendez-vous avec l'histoire. La seule façon, c'est que vraiment chacun... On peut avoir des émissions ici qui sont celles où, évidemment, des gens parlent de football d'une manière enlevée. Chacun, on appelle un joueur de Dynamo, on appelle un supporter de Dynamo, on appelle un supporter de chaque équipe, et ils viennent, ils se font plaisir là. C'est des talk shows qui animent la galerie et tout. Mais je pense que ce n'est pas l'espace de l'intellectuel. Vraiment, je pense que c'est pas... C'est justement de pouvoir organiser le débat pour que chacun parle avec la musique de son camp et sur les thèmes de son camp. Mais quand quelqu'un va traiter les gens de semi-analphabètes à la télé, vous dire que lui, il est une hyène, et que ceci, cela, et que avec une espèce de galimatia qui est vraiment plus proche de l'écolier limousin que de la parole même élégante, ça gêne. Ça gêne. Autre constat, le monde intellectuel, le monde artistique, on le ressent de moins en moins aujourd'hui dans la prise de position sur les problèmes que vivent les Camerounais. Je veux dire que on voit très peu, vous l'avez d'ailleurs signalé tout à l'heure, du débat autour de la culture, des problèmes culturels, problèmes sociaux, eau, électricité. On en parle très peu, ou davantage on parle de politique. Donc ces questions sont moins influentes aujourd'hui. Comment expliquez-vous ce recul de la parole des penseurs et des créateurs au Cameroun? Mais justement, comme vous l'avez dit, oui, comment expliquer ce recul?
Ben, cela m'était venu, pourquoi est-ce que cela est reparti? J'avais la réponse, elle est repartie. Il y a une lassitude. Déjà, il y a une certaine lassitude, puisqu'on a l'impression que le débat n'avance pas. Je vous ai dit, les gens, chacun est retourné dans son coin. N'oublions pas le fondement de l'égoïsme du Camerounais. Ça, c'est fondamental dans notre vision du monde. Et ça n'a pas marché pour moi. Eh bien, je me mets à carreau. Peut-être que ça va me rejoindre là-bas aussi, cela. Et moi, je pense que c'est surtout ça. C'est cet égoïsme-là qui fait que vraiment, on n'est plus prêt. Au Guinée, il fut un temps où on le prenait comme modèle. Peut-être parce que vous l'appréciez comme critique du non, pouvoir. pas moi. Non, oui, je veux dire ceux qui le prenaient comme modèle. Voilà, on le prenait comme modèle parce qu'on avait l'impression qu'il était vrai. Parce que à ce moment-là, tout le monde, du moins ceux qui le prenaient comme modèle, étaient à l'aise de le voir critiquer le pouvoir. Oui, je pense que c'est ça que je dis. Je pense que peut-être pas aussi parce qu'il parlait vrai. Aujourd'hui, tout le monde vous dit qu'il parle des choses auxquelles il ne comprend rien, et puis ceci, cela, ainsi de suite. Peut-être là, il parlait vrai. Et peut-être aussi, la société a besoin de ces gens-là quand même, qui ne veulent pas à tout prix être fortement le portrait du père. Je crois qu'il y avait de tout cela. Et maintenant, alors, le fait qu'il est devenu autre chose, les gens ont été plus ou moins déçus. Mais je pense qu'il y a cette espèce d'attentisme du Camerounais qui fait que, ah non, ça ne va pas venir de moi. Voilà, ils ont une expression qui dit, si je veux voir mes enfants grandir. Ils veulent voir leurs enfants grandir, entre guillemets, je ne sais pas ce que cela veut dire. Ça veut dire que je ne bouge pas, je ne fais rien, j'observe, sinon je vais avoir des histoires. La résignation. Oui, la résignation, exactement. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de résignation. Je vous dis par exemple que 10 mois après une élection, il n'y ait pas de gouvernement. Les Camerounais vous disent alors que ça va changer quoi? Moi, ça ne va rien changer. Et voilà, ils se perdent. Voilà une responsabilité incommensurable justement des pouvoirs qui ont fait que les gens, donc, de toutes les façons, ça ne nous regarde plus et on va voir la suite. Et voilà. Mais souvent, on a l'impression que quand la société se sent cadenassée, quand elle se sent bloquée, quand elle n'a plus d'inspiration, la culture devrait quand même jouer un rôle d'épanouissement, un rôle je veux dire, essayons de sortir de là. Je vais être peut-être méchant, mais ce qui joue ce rôle ici, c'est la bière. Voilà, je pense que les bars qui sont à tout bout de champ, avant les indépendances, justement, quand on avait été vraiment bloqué par le pouvoir colonial, on avait d'autres recours que de dire Adaï, Adaï, Awel, Awel. Et les gens sont partis, ils étaient prêts à tout, vraiment pour essayer de sortir de ce carcan. Aujourd'hui, on n'a plus la même solidarité, on est plus dans des approches égoïstes, et puis chacun cherche sa survie personnelle, parce que j'insiste sur le fait que l'égoïsme est l'un des fondements de la pensée camerounaise. L'égoïsme est très très présent dans nos comportements, et parfois vous commencez à deux, et on a l'impression que l'autre ne cherche qu'à faire sauter l'autre, ainsi de suite. Donc c'est ça que le Camerounais n'a plus pensé à être un groupe qui va ensemble, mais c'est-à-dire que chacun se dit, si j'ai réussi à m'en sortir, je veux voir mes enfants grandir. Ces expressions populaires-là prennent tout leur sens. Et pourtant, la culture est un label important qui pourrait jouer un rôle tout aussi important dans la réconciliation, dans la construction de l'unité nationale, dans l'intégration des uns et des autres. Il n'y a que la culture, il n'y a pas d'unité nationale sans culture. Je veux dire, c'est la culture commune, partagée. La bière, c'est une culture, hein. L'appréciation de la bière, c'est une culture. Il y a des cultures supérieures, il y a des cultures inférieures, entre guillemets. Donc, on a choisi celle du bar et on a abandonné celle du débat constructif. Mais tout cela, ça peut se réparer très très vite. Hein. Vraiment, ça peut se réparer très très vite, je pense. Alors, les intellectuels camerounais remplissent-ils encore pleinement leur rôle d'éveil de conscience? Non, justement, mais c'est ce que je passe toute ma journée à dire aujourd'hui, que non, vraiment, je ne pense pas. Il y en a qui, de guerre lasse, peut-être eux aussi ils attendaient un strapontin, ne l'ont pas eu, mais ils ne vont pas se répandre sur les... Peut-être pas nécessairement des strapontins, mais non, je dis peut-être. Le fait c'est peut-être le fait de proposer des solutions qui ne sont pas implémentées, et donc du coup... Du coup, vous n'arrêtez pas, vous continuez. Et j'en connais beaucoup qui continuent, enfin beaucoup, je ne sais pas, je les fréquente, je n'en connais pas beaucoup, mais je connais des gens qui sont au travail tous les jours. Ils écrivent leurs livres, ils sortent leurs articles, ils se disent que moi je fais ma part d'intellectuel. Et ils font des colloques, même parfois, ils font encore des colloques. Je vous ai dit que j'ai assisté à quelques colloques là. Il y en a qui continuent à faire leur boulot. C'est vrai qu'ils ne sont pas écoutés. On ne peut pas honnêtement dire que ce gouvernement-là écoute vraiment l'intellectuel. Absolument pas. Puisqu'il ne construit même pas des espaces d'écoute de l'intellectuel.
Il ne construit pas des espaces d'écoute de l'intellectuel. Et l'intellectuel lui-même, il est rentré, le diplômé, puisque c'est plus souvent lui, il est rentré dans une logique où j'ai réussi ma part. Quand vous les entendez, par exemple, soutenir certaines choses, vous vous demandez s'ils sont malades ou bien s'ils sont bien portants. Donc, c'est cette logique-là, dont le fin mot pour moi reste toujours l'égoïsme, qui fait que celui qui veut travailler dit, bon, écoute, moi je ne me mêle plus de là, je fais mon boulot de professeur d'université ou bien d'intellectuel, j'écris mes livres, je fais les choses et puis je fais avancer les choses. C'est très appréciable quand même, en attendant que cette espèce de choses indéfinissables dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez parfois remarqué à quel point, et là ce n'est pas la gloire des médias, à quel point on passe d'un buzz à un autre. Absolument. Et quel buzz? Le buzz, parfois, généralement, c'est Samuel Eto'o, c'est le président de la République, mais c'est aussi Longuet. On ne passe pas 6 mois sans qu'il y ait un buzz Longuet dans ce pays. Honnêtement. C'est pour dire que... presse, hein, C'est pour dire que vraiment la futilité, à défaut de mieux, on attrape Longuet, on en fait un buzz. La dernière fois, c'est parce qu'on lui tapait sous les pieds. J'avais vu des trucs là où on lui tapait sous les pieds. Ça fait un buzz. Tonnerre. Et cette fois-ci, je crois que c'est parce qu'il est rentré d'Europe ou de ceci, cela, ça fait un buzz du tonnerre. Et ce qui est extraordinaire, l'avant-dernier buzz que j'ai vu, parce que j'essaie d'étudier tous ces comportements sociaux, il venait après une très grande controverse sur le fait que Paul Biya avait longtemps séjourné à l'étranger et qu'on devait saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il soit destitué, parce qu'on ne passe pas aussi longtemps. Vraiment, c'est-à-dire que c'est tous les jours que la presse en parlait. Quand le président est rentré, ces militants l'ont reçu à Slimalen comme quand César venait d'une grande conquête. Attends, il fallait voir ça. Ça dansait de partout. C'est comme s'il avait conquis quelque chose. Vous avez de la distraction. Puis la distraction. Mais ce qui est intéressant, c'est que même toute la presse qui avait vraiment suivi le débat, avait animé le débat en disant que non, c'est pas possible. Oui, en effet, il y a des institutions possibles parce qu'il a mis trop longtemps. Le lendemain, on est passé au buzz Longuet, dont on avait tapé la plante des pieds. Le lendemain, je n'ai plus lu un article, pas un sacré article, sur ce fait qu'il est peut-être rentré, mais le peuple attend les explications sur le fait qu'il a mis trop longtemps. Par exemple, des problématiques comme par exemple l'absence d'un gouvernement après les élections, un vice-président qu'on nous a promis qui n'apparaît pas. Je ne sais pas si on en parle beaucoup aujourd'hui. On pourrait en parler plutôt que de parler de l'Africa Foot, par exemple. Moi qui ne suis pas impliqué profondément ici, ça m'interpelle. Ça ne me fait pas beaucoup de plaisir de savoir, de me dire, si j'étais ministre, je serais dans l'immobilisme aujourd'hui parce que je ne sais pas ce qui va se passer. C'est des êtres humains. Aucun ministre aujourd'hui n'a un rendement 100%. C'est clair. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir? Et on fait quoi pendant ce temps? Et même tous ceux qui ont les marchés là-bas, eux aussi ils attendent. Donc vous avez, il y a un très grand malaise ambiant. Voilà. Parlons d'histoire, mémoire et des relations Afrique-Occident. Alors, vous défendez l'idée d'une histoire partagée, c'est bien cela? Absolument pas. Entre, comment? Ah non, il n'y a pas d'histoire partagée. Entre le dominant et le dominé. Il n'y a pas d'histoire partagée entre le dominant et le dominé. Ah vous, ok, d'accord. C'est le contraire. Exactement. Quelqu'un ne peut pas venir dominer votre pays, vous massacrer et tout. Vous croyez que le petit garçon qui est dans les Cévennes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à faire avec ce qui s'est passé au Cameroun? Pourquoi vous voulez à tout prix lui coller les malheurs du Camerounais? Le petit garçon qui est dans, je ne sais pas dans quelle région française, en Picardie aujourd'hui. Le problème que ses parents aient massacré les Camerounais, pourquoi vous voulez que ça ait le même sens? Il ne vivra jamais notre trauma. Comment peut-il comprendre ce qui s'est passé? Il ne peut pas. Et laissez-le tranquille, lui au moins il est en paix. Venez vous guérir vous-même. Oh, l'histoire ne peut pas être partagée. Et c'est l'une des plus grandes arnaques et aberrations qu'on puisse entendre. D'accord. Et vraiment, quand j'entends ça, ça me fait mal. Je me dis, mais laissez les petits Français tranquilles là-bas. Ils n'ont jamais été là. Mais en même temps, ici, je vous laisse poursuivre. Oui, ici, pardon, je tombe là-dessus. Ici, faisons tout pour raconter l'histoire telle que nous voulons qu'elle soit apprise par nos enfants. N'attendons pas les ouvertures des
des archives, n'allons pas ces prétextes, et ces procrastinations, ces pirouettes. Nous n'avons pas écrit notre histoire parce que les archives n'étaient pas ouvertes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Écrivons notre histoire. Écrivons notre histoire. Nous avons vu comment est-ce que le rapport était plein d'aradoucissements, de ceci, cela, des choses qu'on voulait cacher, ceci, cela. L'histoire écrite par le vainqueur. Il n'y aurait pas eu du napalm, par exemple, au Cameroun. Voilà, par exemple. Bon, pourtant, tout le monde sait qu'il y a eu du napalm. Pourquoi vous voulez qu'il s'accuse? Peut-on raconter l'histoire de la colonisation sans tomber ni dans la culpabilisation permanente, ni dans la victimisation systématique? Non, justement, mais c'est pour cela qu'il faut essayer de se battre, pour ne pas tomber dans ces travers. Ce n'est pas facile, c'est une chose très très compliquée. Et nous avons le travail, c'est pour cela que l'intellectuel doit jouer son rôle. Voilà des choses qu'il faut faire. Essayer d'éviter la victimisation, essayer d'éviter tous ces pièges-là qui s'étendent à vous. À un moment donné, vous regardez votre histoire en face. Voici ce que... Et ça n'arrive que quand vous avez une certaine capacité à vous dégager vous-même de vos propres contingences. De vos propres contingences. Aujourd'hui, on est dans la difficulté à ne pas être comme ci ou à ne pas être comme cela, tout simplement parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore en paix avec nous-mêmes. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de travail. Je n'accuserai jamais personne. Il y a des moments, il y a des espaces incontournables dans la logique de libération. On passe d'abord de l'admiration servile du blanc, l'aliénation postcoloniale, c'est la tare la plus meurtrière du colonisé. Tout est blanc. Je vais m'opposer au blanc ou je vais faire comme le blanc. Petit à petit, on sort de ça. Et on essaie de commencer à créer son propre univers. Et là, nous n'y sommes même pas encore. Parce que nous sommes encore dans une aliénation postcoloniale très très forte. Nous sommes encore dans une aliénation postcoloniale très très forte. Alors, il faut qu'on en sorte. Et là, c'est toujours l'intellectuel qui doit nous apprendre. Je cite parfois cet exemple. Nous, on a appris qu'autrefois, tu vécus dans la barbarie. On a appris que, tel que Martin Samba a voulu s'affranchir, mais avant le temps, on les arrêtait, on les fusilla. Quelqu'un est venu, il était très fort, il nous a battus, il nous a tués. Oh, qu'est-ce qu'on a souffert? Reprenez la même histoire, dire que nous sommes un peu plus pacifistes. Nous sommes un peuple qui sait accueillir les gens. Eh bien, nous avons accueilli des monstres. Ils nous ont poignardé dans le dos. Et ça fait 4 siècles, 5 siècles qu'on en souffre. Le gamin ne va plus respecter le blanc comme un demi-dieu. Il va le mépriser comme un diable. Alors, en tout cas, il va au moins le considérer comme un diable. Et le regard change. C'est pourtant la même histoire. Les gens sont venus. Ils nous ont colonisés. Pourquoi? Nous, aujourd'hui, on est que c'est parce qu'ils étaient très forts. Et pourtant, les autres, quand ils écrivent les histoires, il y a toujours... Est-ce que vous savez que dans tout l'univers noir, il n'y a pas un héros légendaire? Il n'y a pas une espèce d'Astérix et Obélix, il n'y a pas un héros pour les enfants, pour qu'ils soient fiers que même si on a été battus, dans un coin là, ils étaient imprenables. Tous les personnages noirs sont morts. Il n'y a pas de héros légendaire, ni aux États-Unis, ni en Afrique, ni dans la Caraïbe. Il n'y a pas de héros légendaires. Créons des héros légendaires pour nos enfants, qu'ils aient déjà cette fierté d'être parmi des gens qui se sont battus jusqu'au bout. Alors, c'est sûr de tout le monde. Hein. Vous critiquez vivement la commission mise en place par Emmanuel Macron sur la mémoire coloniale. Et de ce fait, vous parlez de funérailles de la mémoire. Pourquoi être aussi funeste? Justement, les funérailles de la mémoire, c'est encore une fumisterie. Mais moi, j'ai dit foutre la paix à Macron. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas à attendre Macron pour écrire notre histoire. Je me souviens, par exemple, Macron, il vient, il choisit les représentants du côté français, il choisit les représentants du côté africain, il finance tout cela, et il dit, bon, venez maintenant travailler. Je vais vous donner les conclusions. Et quand il donne les conclusions, le président le remercie de lui avoir permis d'enseigner l'histoire à l'école. Vous voyez que le président est le plus aliéné de nous tous aussi. On ne va pas le dire comme ça. Mais il a dit comme ça. Pourquoi non, le président ne peut pas être aliéné non plus. Le président ne peut pas être aliéné? On ne va pas le dire comme ça, du moins pas en télé. Bon. Je vous laisse poursuivre. D'accord. Donc nous sommes tous dans l'aliénation. Il n'y en a pas un qui a échappé. Je suis le premier aliéné, hein, attention. Je suis le premier. Oui, dites-le pour vous. Oui. Chacun saura le dire pour lui. Oui, chacun dira pour lui. Je suis un aliéné. Mais je le sais. Mais sauf que 90% des intellectuels africains ne savent pas qu'ils sont aliénés.
la façon dont ils traînent derrière le blanc pour pouvoir faire ce qu'ils demandent. Il y en a un qui me disait qu'un jour, mais garçon, si nous disons du bien de nos présidents, on va dire que nous sommes vendus. On leur dit, vos présidents, il ne faut jamais dire du bien d'eux, ce sont des vendus. Et depuis le jour où le blanc est rentré en Afrique, il n'avait qu'une mission, fragiliser le pouvoir pour le remplacer. Et l'intellectuel africain ne le sait pas encore. Il est rentré dans cette logique de fragilisation du pouvoir. S'il y a un espace où on insulte les hommes d'État, c'est en Afrique. Un blanc me disait un jour qu'il ne pourra jamais dire du mal de la France, surtout à l'étranger. Si vous voulez entendre dire du mal de l'Afrique, tendez le micro à un Africain. Il ne sait pas dire autre chose. On a été formé comme ça. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Surtout la haine que nous vouons à nos pouvoirs. Parce que ça aussi, on nous l'a appris. Tous nos hommes, les grands, sont devenus des chefs. Cela, les princes Bamou, les princes Bamileke, les rois Bamileke sont devenus des vagues chefs, comme des chefs de meute, comme des chefs de gang. Et voilà. Et nous-mêmes, nous sommes dans cette logique-là. Inconsciemment, nous sommes dans la logique où nos ennemis sont les hommes du pouvoir. Chaque fois, j'essaye de rappeler aux gens que ces hommes du pouvoir ne viennent pas de Mars. Ils sont aussi aliénés que nous. C'est tout. Et que c'est à nous qui avons plus charge d'intellectuels. On n'a jamais tué un intellectuel, ou très peu alors. Mais les hommes politiques, ils sont tellement exposés. Les coups d'État, ils ne disaient pas venez me tuer quand même. Sankara n'a jamais demandé à être tué. Lumumba n'a jamais demandé à être tué. Et Sékou Touré n'a jamais demandé à ce qu'on détruise son pays parce qu'il voulait la liberté. Entre le marteau et l'enclume, il faut que maintenant aussi les intellectuels viennent leur taper dessus. Ou alors que l'intellectuel n'aille vers lui que quand il s'attend à ce qu'on le coopte dans les espaces, je veux dire, supérieurs. Nous devons apprendre à nous battre pour avoir une pensée positive pour nos pays. Pour avoir une pensée positive pour nos pays. Pour aider nos hommes d'État. Manu Dibango m'a beaucoup appris dans ce sens-là. Il entendait évidemment des gens qui matraquaient, disaient du mal. Manu Dibango me dit, Gaston, moi, quand un président me reçoit, je ne suis pas meilleur que lui. Je lui dis ce que je pense que, ouais, mon frère, ils appelaient tous mon frère. Les gens disent que ceci, cela. Tu peux regarder ça. Il me dit, je ramenais plus de victoires que ceux qui allaient les insulter en France. On est d'accord là-dessus. C'est nos frères, les hommes d'État sont nos frères. Et ils sont les gens qui sont à Yaoundé sont exactement comme nous qui sommes dans le peuple. Nous sommes sortis de la même école qui fabrique les mêmes égoïstes. C'est tout. Et là, comme dans tous les espaces, c'est l'intellectuel qui doit redresser cette perversion-là, cette déviance, quelle aliénation. C'est l'intellectuel qui doit nous apprendre des choses, qui doit faire des propositions. La langue, je reste sur la langue. Prochainement, je dis que je me battrai pour que notre hymne national, au moins, ça ne se passe pas en 2 jours, en 2 mois. Il faudra peut-être 100 ans pour sortir de l'aliénation, c'est normal. Et dans cette mouvance, avez-vous le sentiment que les politiques mémorielles actuelles contribuent véritablement à réconcilier les peuples noirs avec leur histoire? C'est que, par exemple, les politiques mémorielles. Si nous pensons que c'est un chemin par lequel il faut passer, nous l'enfourchons, mais faisons le bien, c'est tout. Nous devons à tout prix, effectivement, la mémoire, c'est mieux que l'histoire. Vous construisez votre mémoire et vous mettez dedans tout ce que vous voulez. Moi, quand je parle de Oumniobé, je dis que il n'y a pas eu un homme aussi intelligent sur la terre que Oumniobé. Voilà encore un autre qui était pratiquement illettré, hein, mais c'est-à-dire que ça a été l'un des hommes les plus influents du XXe siècle. Donc, si vous n'avez pas de mémoire, vous n'existez pas. L'histoire, votre ennemi peut fabriquer votre histoire. Mais la mémoire, c'est vous qui la fabriquez. Et moi, quand j'écris par exemple, justement, L'immortel de Boumniébel, c'est une approche mémorielle. Je voudrais montrer Oumniobé tel que je veux qu'on le voie. Et ça, il n'y a pas mieux que de construire une mémoire collective qui fait de vous un grand peuple, des héros, qui crée des héros, et ainsi de suite. Et ça, il faut. Et vous avez parlé des funérailles, par exemple, effectivement. Par contre, on nous propose aujourd'hui de faire les funérailles de notre mémoire. Je crois que vous avez bien entendu ça comme moi. Les funérailles de la mémoire qui coûtent 5 200 000 euros. Les funérailles de la mémoire. Pendant ce temps, nous, on se bat pour la résurrection de la mémoire. Voilà. Pourquoi voulez-vous que Macron passe autrement? Ce n'est pas son thème. Il n'a pas souffert. Il croit même bien faire.
Et il y a des gens avec lui, des Noirs avec lui, qui lui disent pas, oh non, non, patron, non, 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 c'est pas les funérailles, hein. On n'enterre rien là. Ou on veut le ressusciter, on ne veut pas l'enterrer. Ils viennent brandissant le texte, nous allons faire les funérailles de la mémoire. Et pendant ce temps, on essaie de ressusciter cette mémoire. Évidemment que ce travail a presque abouti à une demande de réparation. Tout ce qui a été... Alors, cette demande, les demandes de réparation coloniale constituent-elles une nécessité historique pour, ou alors un débat qui détourne l'Afrique des défis du présent? Vraiment, je ne sais pas beaucoup. Je n'arrive pas à me faire une philosophie des réparations. J'ai parfois pensé que l'Africain, les réparations de l'esclavage, c'est très compliqué. Par contre, les réparations de la colonisation, c'est facile. On sait très bien combien de gens ont travaillé sans être payés. Et bon, on met en place une compensation, même si elle n'est pas indexée sur aujourd'hui. Mais enfin, les gens réfléchissent pour voir comment est-ce que vous allez réparer. Déjà, on ramène les objets volés, premièrement. Deuxièmement, on calcule ce qui a été... Je veux dire, pour la colonisation, c'est tout à fait possible. Oui, on peut dédommager sur un fondement réel. Je crois d'ailleurs que Nuremberg a dû faire des choses comme ça pour que les Juifs soient dédommagés de certaines choses ou ceci, cela. Ça, on peut demander ce genre de choses. Sur l'esclavage, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais sur la colonisation, je pense que c'est possible. Je ne suis pas un spécialiste en cela, mais je pense que nous pouvons calculer tout ce qui a été volé et dire que là, humainement, il y a peut-être des compensations à faire. Mais, il y a un mais. Lequel? Nous en ferons quoi? Nous en ferons quoi? C'est ça le problème aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui manque. Vous savez comment est-ce que l'Éthiopie a conçu son barrage le plus grand d'Afrique, 5000 mégawatts. Il n'y a pas un sou de l'étranger là-dedans. Il y a eu ce qu'ils appellent les obligations barrage. Ils ont dit, on construit un barrage. La diaspora, tu veux acheter des obligations, tu achètes. À la maison, les fonctionnaires ont cédé 1 mois de leur salaire. Et aujourd'hui, des millions, peut-être des milliers d'Éthiopiens ont un héritage même à laisser à leurs enfants, puisque le barrage leur appartient. Attendez, vous voyez comment c'est facile? Le Fonds monétaire a tout fait pour torpiller cette entreprise, parce que pour le colonisateur et pour ceux qui nous dominent, nous ne devons pas avoir des barrages de 500 mégawatts. 200, ça suffit largement, puisque ça permet que nous ne développions pas. Et comme ça, on a besoin de... Un barrage de 5000 mégawatts, c'est le développement assuré. C'est l'électricité assurée. Et il n'y a pas la feu électricité. La feu électricité, c'est le fondement du développement, c'est la voie lactée du développement. Donc ces gens-là, ils n'ont... Pourquoi voulez-vous que des gens qui vivent parce qu'ils nous exploitent mettent en place des mécanismes? Je suis tout simplement ahuri quand je vois les gens me parler de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Mais Et quand les gens pensent que le CFA c'est bien, je dis, nous sommes encore à ce niveau d'aliénation. Vous êtes dans la bataille de la démonétisation du CFA? En fait, si c'était bien... Vous êtes panafricaniste? Non, absolument pas. Je suis pour la renaissance africaine. C'est quoi la nuance? Oh là là, c'est pas une nuance, c'est un boulevard. Un fossé, d'accord. C'est un fossé. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre dont la première phrase c'est « L'Afrique n'existe pas oui. ». La deuxième phrase c'est « Et c'est pour cela que je crois en elle ». Parce que nous devons la construire. On n'a pas encore les limites de l'Afrique. Hein. Vous dites à un Algérien, vous êtes Africain, vous dites non, je suis Maghrébin. Donc on n'a même pas encore, même Tchekanta Diop, le plus grand génie africain, disait que l'Afrique c'est noir. Donc on n'a même pas encore cet élément-là. Et on veut sauter le fait même qu'il n'y a pas encore de nation camerounaise, puisqu'on n'a pas une langue, puisque notre hymne national est en français. On saute cette étape et on entre dans le panafricanisme, tout simplement parce qu'il y a 2 hurluberlus qui sont partis à gauche et à droite, ils ont crié « Je suis panafricain, je suis panafricain ». Tout simplement. Ce que l'AES vit aujourd'hui, apparemment les pays voisins veulent torpiller cela. Ils sont panafricains tous, hein. Mais sauf que ceux-là veulent torpiller ce que les autres font. Vous dites on enlève le franc CFA, un président dit moi le franc CFA on touche au j'écris. Nous sommes panafricains, cependant. La Renaissance, c'est le passage obligé d'un groupe qui passe d'un modèle à un autre. Le groupe Douala, le groupe Bassa, le groupe ceci, le groupe cela. Harlem, il y a eu la Renaissance de Harlem. Il y a eu la Renaissance des Antilles. Il y a eu la Renaissance de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal.
toutes les nations européennes, du Moyen-Âge au temps moderne, sont passées par la Renaissance. C'est-à-dire que c'est le moment où vous sortez, nous, d'une situation de crise qui est celle de la colonisation, pour créer des modèles vous appartenant. C'est ça qu'on appelle la Renaissance. Et pendant la Renaissance occidentale, c'est là que la philosophie occidentale s'est construite. Okay. C'est là que la pensée, la science, tout, la domination, c'est là qu'ils ont construit leur pensée. Nous allons dominer le monde, même à coup de génocide. Et ils l'ont dominé. C'est là que leur pensée est née. Et ceux-là, il faut les inférioriser, en faire des sous-hommes, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Nous sommes des chrétiens, on ne peut pas aller détruire la chrétienté. Ce n'est pas des êtres humains. C'est là que cette pensée raciste est née. Et c'est là que les grandes conquêtes, c'est là qu'ils ont construit les navires pour aller vers d'autres continents, parce que pendant quelques années, ils ont créé une nouvelle pensée dominée par la violence. Point. Dominée par la violence. Alors, vous qualifiez la traite négrière de plus grand crime contre l'humanité. Oui, ce n'est pas moi d'ailleurs. Pourquoi? Mais c'est l'ONU. Vous partagez cette... Ben oui, évidemment. Honnêtement, pas parce que je suis africain, mais parce que je ne trouve pas pire, tout simplement. Plus grand que le nazisme. Oh là là, c'est pas comparable. Je veux dire, le nazisme, c'est une horreur qui s'est abattue sur un peuple pendant un certain nombre d'années. La traite négrière, c'est un crime qui s'est abattu sur un continent pendant un certain nombre de siècles et qui a complètement déstructuré ce continent et ce qu'il avait emporté. Le nombre de morts ne faisons même pas la propagande de dire qu'on peut le définir. On ne pourra jamais le définir. Mais la déstructuration d'univers au pluriel, par cette horreur, je ne pense pas qu'il y ait son pareil. Je ne pense pas. Honnêtement. N'empêche que certains royaumes africains ont contribué, ont participé à cette traite. Oui, bien sûr. Bien sûr. On les fait complices aussi de tout cela. Non, ils ne sont pas complices. Celui qui a fondé l'idéologie, c'est lui qui est le maître de tout ce qui se passe après. On ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir été l'ouvrier de quelqu'un qui massacrait à gauche et à droite. On ne peut pas l'accuser. On ne peut pas l'accuser. Et puis, par exemple, quand un système est mis en place, ceux qui ont contribué, par exemple, c'est malheureux. Mais attendez, au bout, je préfère même cette version où, effectivement, c'est devenu un commerce. Parce que quel que soit, vous croyez que les Européens aujourd'hui font les commerces pareils pour le bonheur de tous? Non. Il y avait un système esclavagiste en Afrique. Il y avait des gens qui venaient nous dire, voilà, moi, tu me donnes des esclaves, et bien je te donne. Et moi, je suis même partisan de ceux qui disent qu'on ne nous a pas donné. Et là encore, c'est tout juste pour minimiser l'Afrique, l'infantiliser. Oui, on leur donnait de la bimbeloterie, des choses qui n'avaient pas de valeur. Non. On leur donnait des armes, on leur donnait du velours, on leur donnait des alcools, on leur donnait... C'est-à-dire, c'est eux qui déterminaient le coût des esclaves. En tout cas, je préfère être dans cette mémoire où mon roi n'était pas l'imbécile à qui on venait montrer un miroir. Si tu n'as pas donné, moi, vie esclave, moi, prendre ton âme. Parce que quelqu'un me l'a dit, oh, mais garçon, tu ne sais pas, voilà comment tu faisais. Mais non. Nos rois n'étaient pas des demeurés. C'était des gens qui sont rentrés malheureusement dans un mauvais commerce. Et ils ont été aussi partenaires d'un mauvais commerce, c'est tout. En Occident aujourd'hui, c'est pareil, dans le monde entier c'est pareil. Ce qui se passe en Ukraine, vous croyez que ce qui se passe par exemple en Iran aujourd'hui, tout le monde est sain là-dedans? C'est mieux qu'un roi noir par exemple qui vend les esclaves? Les Arabes là par exemple qui avaient les bases militaires qui servent maintenant à bombarder l'Iran. Je vais aller me mêler de leur affaire, de leur dire, waouh, vous êtes ceci, cela. Et bien pour eux, c'était dans une logique commerciale, c'était dans une logique, mais sauf que maintenant, apparemment, ils ont compris que l'Amérique ne les protégera pas. Puisqu'ils ont pris toutes les bombes, l'Amérique n'en a pas pris une. J'espère que ça les a assagis. Pour vous, la traite négrière reste-t-elle toujours un sujet sensible, avec ses implications, ses impacts, ses conséquences? Qu'est-ce que je n'ai pas bien compris. La traite négrière reste-t-elle encore un sujet, ou toujours un sujet sensible? Je voudrais que ce soit un sujet pour nous. Par exemple, l'ONU. Nous avons demandé que l'ONU classe ce crime comme le plus grand crime contre l'humanité. On a gagné ce combat. Et après? Après, je regarde Bimbia.
Apparemment, Bimbia était le plus grand centre de départ. C'était le plus grand fort de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu dans quel état il est? C'est ça qui m'attriste. Et nous parlons de panafricanisme, et même le panafricanisme qui inclurait les Américains. Hein? Oui, on parle de diaspora. Qu'est-ce qui peut rêver qu'un Américain soit une diaspora africaine? Puisque lui, on lui a appris que nous avons vendu, c'est nous qui avons vendu. Et il y en a même un qui disait un jour, je remercie le bon Dieu, je remercie le blanc qui a acheté mon aïeul en Afrique, le bon Dieu qui a fait qu'il ne meure pas dans le bateau. C'est-à-dire qu'on lui a dit que l'Afrique est malheureuse, tu serais comme eux si on ne vous avait pas acheté. Voilà le regard que les gens ont sur nous aujourd'hui. Imaginez un peu, j'avais proposé ça dans un travail que j'avais fait avec un jeune, qu'on ait des festivals itinérants, que sur chaque port africain, il y ait un mausolée de la traite, que Bimbia soit un centre de congrès, que chaque année, un pays africain fait une espèce de... J'avais appelé ça interceltique, pour prendre le modèle de l'interceltique de l'Orient en France. Une espèce d'international nègre, quelque chose comme ça, qui paye le bien, qui organise des... pèlerinages, des... Non, pas de matchs, non. Qui organise des clubs. D'accord. Des clubs dans les écoles aux États-Unis. Et chaque année, font venir peut-être 10 000, 100 000 gamins noirs américains sur un port. Et font une bamboula d'enfer. Pour leur montrer que voilà le pays. Soyez fiers dans la danse, dans le bonheur. L'année après, c'est en Angola. L'année après, c'est en Afrique du Sud. L'année après, c'est au Sénégal. Chaque année, chacun de nos pays prend sur lui d'organiser l'accueil des enfants noirs américains. Imaginez ces enfants-là dans 20 ans, quand ils seront aux responsabilités, l'image qu'ils auront de l'Afrique. Je pense que ce sera vraiment positif. Et pour cela, il faut déjà qu'on ait construit Bimbia. Parce que c'est là qu'on les recevrait, par exemple. Chaque fois que l'Afrique parle, on n'a jamais parlé des Antilles, par exemple. On parle très souvent de l'Amérique parce qu'on croit que tous les Noirs américains ont de l'argent. Ils vont nous donner de l'argent. Les Antilles, on n'en a rien à cirer. Ils n'ont pas d'argent. Je ne parle même pas de la Réunion. Et puis non, mais c'est aussi simple que cela. Pour nous, la diaspora veut dire ceux qui ont l'argent qui vont nous donner. Heureusement, moi, je n'ai pas d'argent, je suis un immigré. Donc, quand on voit même ceux qui sont en France. Et vous n'aimez pas le manioc. Oui, qui n'aiment pas le manioc. Quand je vois même des gens qui sont en France depuis 2 mois, 2 ans, qui disent la diaspora. Il est un banal immigré. Et ils pensent, la diaspora a une vision du monde. L'immigré a une vision du monde. Nous, on est des immigrés. Et nous pouvons fonder une diaspora, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, en Occident, en France, en Amérique, en France, en Angleterre, en Allemagne, et aux États-Unis. Là-bas, la diaspora, il faut toujours un lien. Quel est le lien qu'il y a entre les Noirs américains et nous? Rien. Il n'y en a pas. Il faut un lien. Il faut créer ce lien-là. Je vais chercher ce livre, je vais vous l'apporter. Le livre où on faisait ces propositions-là, Hugo et moi, et où je lui proposais qu'il les écrive. Voilà ce qu'on proposait. Il faut que nous fassions des gestes qui fassent que dans 50 ans, même dans 20 ans, avec un peu de chance, les Noirs américains soient fiers de nous. Ils ne le sont pas pour le moment. Même Burgard Dubois n'était pas fier de nous. Il venait pour nous éduquer. Même Burgard Dubois. Il ne venait pas pour travailler avec nous, il venait pour travailler pour nous. Parce que ce n'est qu'un banal occidental qui regarde l'Africain comme un inférieur. À qui l'Africain n'a pas apporté une preuve de sa capacité à être l'égal du blanc. Voilà, c'est aussi simple. Alors, comment transmettre cette mémoire aux jeunes générations sans nourrir des rancœurs désormais? En faisant du bon travail. C'est-à-dire? En faisant du bon travail. Il y a des rancœurs positives. Hein. Je vous assure, je pense qu'il y a des rancœurs positives. Il y a des rancœurs qui font que, comme ça, le type ne reviendra pas. Mais si on vous dit tout est bien, comme on a dit en Afrique du Sud, tout est bien, vous voyez ce qui se passe maintenant en Afrique du Sud. On leur a dit, embrasser les Blancs, tout est bien, et ceci, cela. L'Afrique du Sud, maintenant, lui aussi cherche quelqu'un sur qui il va taper, parce qu'il n'est pas guéri. Et nous ne faisons pas cette analyse, nous les accusons. Nous les accusons. Pendant ce temps, les Blancs créent des États en Afrique du Sud où ils sont entre eux. Ils ont leur monnaie, ils ont leur passeport, ils ont ceci, cela. On admet ça. On admet ça. Et De Clercq est mort en disant que les Noirs sont inférieurs. Voilà, et on a quelques années avant, on avait dit tout le monde embrassez-vous. Le type dit c'est moi qui ai collé le sida à tout ce quartier-là, on dit embrassez-le. Bon. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et s'il y avait une réelle volonté
de faire en sorte que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé. On peut appeler ça rancœur ou on peut appeler ça conscientisation. S'il y avait une réelle conscientisation, que les autres comprennent que nous sommes des êtres humains, voilà ce qui s'est passé. Ils auraient pu continuer à penser que nous ne sommes pas des êtres humains, mais ils ne se seraient pas approchés de nous. Ou bien ils ne seraient pas en train de créer des villes maintenant où vous n'êtes pas des êtres humains, nous construisons nos villes d'êtres humains. Voyez, il faut à tout prix qu'on fasse une espèce de feu sacré de conscientisation aux générations futures qui sachent que nous avons été victimes du plus grand crime contre l'humanité et que nous devons tout faire pour que ça ne se passe pas. Les Africains en sont-ils véritablement conscients aujourd'hui? Pas encore, bien sûr. Sinon, Bimbia serait déjà réhabilité. On n'en est pas encore. Et la prise de conscience passe par quoi? Comment ça se schématise? Comment ça s'implémente? L'intellectuel doit faire son travail. Je vous dis que j'ai écrit là-dessus. L'intellectuel doit faire son travail pour que les gens prennent conscience. Bimbia, à un moment donné, il y a une organisation qui s'appelait, c'est pas Africa quoi, avec une famille Betty là à Yaoundé, c'est même des amis, j'oublie leur nom, qui me pardonnent. Arc Jammers? Et voilà. Avec le nom m'échappe, mais on oui, le nom, c'est terrible. L'El ou la famille de Exact, Djelou. C'est une belle famille en plus. C'est des individus qui font ça. Absolument. C'est l'État qui devrait faire ça. Parce qu'eux aussi, ils voulaient que les Noirs américains viennent réhabiliter Bimbia. Absolument. Un projet qui est tombé à l'eau, malheureusement. Ils avaient une bonne idée, une bonne volonté, mais ce n'est pas dans ce sens-là que ça devrait se faire. Moi, ministre de la Culture, mon premier projet, c'est Bimbia. C'est clair. La révalorisation. Absolument. Je fais un centre de congrès là-bas. Je fais un centre de congrès. Les vestiges, je vous assure. Regardez ce que le Sénégal récolte avec Gorée. Absolument. Et je sais que mes amis sénégalais n'ont jamais été contents quand je le dis. Un esclave n'est pas passé par Gorée. Ah bon? Non, pas un seul. Mais Senghor a eu... Il ne faut pas qu'un esclave soit passé pour qu'il y ait un mausolée. Ils sont solidaires de ce qui s'est passé ailleurs. Des Sénégalais ont été esclavagisés, mais ce n'est pas par là qu'ils sont passés. Alors Senghor a mis un mausolée, un mémorial. Et tous les présidents américains, sauf les deux derniers là, dont tout le monde connaît la capacité intellectuelle, tous les présidents américains sont partis à Gorée, il fallait le voir pleurer. Le petit Gorée là. Tout simplement, dès qu'on dit Gorée, tout le monde... Bon, la maison, la cave où on dit qu'on mettait les esclaves n'est pas plus grande que ça. Je ne sais pas si vous avez été à Gorée. La cave là, où on dit que c'est par là que les esclaves... Je vous assure, sans exagération, elle n'est pas aussi grande que ça. Aucun esclave n'est passé par là. C'était la cave d'une maison de maître, tout simplement. Les patrons habitaient en haut et puis ils parquaient, ils mettaient leur vin et puis leurs patates en bas. C'est tout. Alors on va sortir de l'émission avec peut-être un mot d'humour. Gaston Kelman s'est définitivement mis au manioc, lui le noir. Absolument pas. Vous préférez mourir affamé. Attendez, non. J'ai dit, il faut qu'on s'en souvienne un peu. Le Ntumba de ma mère, bon ma mère n'est plus mais le Ntumba est resté. J'ai dit le Ntumba de ma mère, le manioc tarabuscoté, c'est là, ça va. Mais la tubercule, et déjà d'ailleurs il y en a qui disent qu'il rend idiot ou bien je sais pas quoi. Ah oui, absolument, le manioc rend, voilà. Bon, mais ça évidemment aussi, je n'y crois pas. Oui, bien sûr. Pas, bien sûr. En fait c'était une façon d'introduire un Non, bien sûr. Mais je veux dire que, en tant qu'écrivain, en tant qu'intellectuel, où en est Gaston Kelman aujourd'hui, on ressort par là? Je fais un peu ce que Césaire appelait le cahier d'un retour au pays natal. D'accord. Je suis très fortement engagé sur le pays, mais je rêve de pouvoir faire encore une ou deux réalisations pour mes enfants en France. Okay. C'est-à-dire des réalisations intellectuelles, bien entendu, et pas un château ou un immeuble. Il faut que je fasse encore quelque chose pour la France, parce que vraiment, j'en ai besoin. À quoi pensez-vous? Ben, je pense tout simplement à quelque chose qui rappelle l'évolution qu'il y a eu depuis le manioc. Okay. À l'époque, on mettait un noir sur une liste électorale pour faire chic. On va aider les noirs. Aujourd'hui, on a pris toutes les villes qui méritaient d'être prises par les noirs parce qu'il y a des noirs là-bas. Je ne sais pas si vous voyez la différence conceptuelle. Absolument. Et aujourd'hui, c'est le feu. En France, les gens sont morts de rage. Sarcelles est une ville dirigée par un noir. Saint-Denis
est une ville dirigée. Et tous ces gamins noirs sont nés en France, c'est leur pays, ils n'ont pas de complexe, ils ont fait la politique depuis leur enfance. Ils ne sont pas dans le rentrée chez vous. Non, oui, voilà, et il n'y aura pas de ça. Ils ont fait la politique en France, et tout politicien en France rêve. Bakayoko était déjà vice-président du Conseil général quand même, c'est pas rien. Alors il devient maire, on a l'impression qu'il sort de nulle part. Non, c'est un gars qui fait la politique depuis l'école, comme tout politicien. Sa couleur noire ne le prive, avant sa couleur noire l'aurait privé de la capacité à être maire. Absolument. Aujourd'hui, la couleur... Parce que lui-même, d'ailleurs, il aurait demandé à être conseiller municipal. Attention. Lui-même n'aurait pas imaginé, pensé qu'il peut être maire. Aujourd'hui, franchement, il n'a pas nos angoisses existentielles des Noirs dominés par l'esclavage et la colonisation qui sont venus en France et qui pensent qu'on leur rend service. Lui, on ne lui rend pas service. C'est lui qui est le meilleur. C'est tout. On a tout dit, on a tout fait pour le déstabiliser. Le gars est là, dur comme tout. Donc, j'aimerais bien revisiter le parcours fait, dont tout le monde dit aujourd'hui que j'ai contribué à ce que la France fasse ce progrès. Absolument. Voilà. Et vraiment, j'ai envie, j'aimerais tellement revisiter ça aujourd'hui pour dire, vous voyez, et pour remettre la confiance à la France. Dans tous les cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je vous remercie. Pour le plaisir de la lecture, de la connaissance, pour l'histoire, pour la mémoire. Je vais le faire. Et vous le dites aussi pour vos enfants. Parce que vous me rassurez que ça va faire plaisir, et bien je vais le faire. Ben, mon éditeur, d'ailleurs, lui-même s'arrache les cheveux parce que bon, il aimerait qu'on le fasse. Allez-y, faites-le. Merci infiniment, Gaston Kelman. C'est moi qui suis vraiment... J'explose toujours quand je viens là parce que ça me fait tellement plaisir d'avoir cet échange-là. Et c'est encore avec beaucoup plus de plaisir qu'on vous reçoit toujours. Cet entretien avec Gaston Kelman. Ce soir, on a évidemment mené un certain nombre de réflexions sur des questions locales, mais davantage sur le rôle des intellectuels, l'apport qu'ils doivent pouvoir avoir dans une société comme la nôtre qui se cherche, une société camerounaise certes, mais également bien au-delà, africaine, pour plus de développement encore. Merci infiniment à vous d'avoir regardé cette autre édition de l'entretien avec. Bonsoir et à jeudi prochain.